Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bonsoir à tous, il est 3h61 du matin et je suis sûr qu'il y a des cons qui sont encore debout. Moi par exemple. Et comment est-ce qu'on va s'occuper? Eh ben, on va lire un film. Alors, ça commence de nuit avec une grosse boîte. Il y a plein de Mexicains, mais ils ne dansent pas, ils préfèrent mâcher du chewing-gum. Ensuite, autre scène, autre lieu, un Mexicain qui parle sans qu'on ait les sous-titres emporte un mec à cravate et avec l'air constipé, dans une grotte, soi-disant parce qu'il manque de lumière. Et là, on n'a toujours pas d'explication. On se retrouve dans le désert avec un cow-boy qui torture un gamin. Heureusement, un vieux très mystérieux emporte le cow-boy et sa copine dans son Disneyland personnel, où il retrouve Mick Jagger, ou un truc comme ça, ainsi que le mec avec la cravate, et qui est toujours constipé. Le cow-boy est très triste. Il y a des gosses, mais il ne peut pas leur faire du mal. Bon, tout le monde part en randonnée, jusqu'à ce qu'il pleuve. Ce qui fait sortir les bestioles. Les grosses bestioles. Ça file la chiasse à cravate, qui profite pas beaucoup du répit qu'il a aux chiottes, car il a une grosse bestiole qui le tue. Le cow-boy emporte les enfants pour éviter que les bestioles les bouffent, sans doute parce qu'il veut se les garder pour lui. Et il les guide à travers le Disneyland, un peu trop chamboulé par la pluie. Pendant ce temps, le vieux très mystérieux se prend la tête avec un grand black. Faut dire qu'ils n'ont plus la lumière à tous les étages. Même que le black, les bras lui en tombent quand on lui demande d'appuyer sur un interrupteur. Résultat, c'est la meuf du cow-boy qui s'en charge. Et là, le film est super misogyne. Parce que la meuf, elle crame un des gosses juste en essayant d'allumer la lumière. Ce qui fâche le cow-boy, parce que lui, il voulait porter un toast, forcément. Alors tout le monde se retrouve dans la boutique de souvenirs, après un passage en cuisine pour se baffrer, avant d'être chassé par les bestioles qui veulent aussi une part du gâteau. Tout est carré, tout est logique, évidemment, ça se suit. Les bestioles les rattrapent, mais décident de se bouffer entre elles. Et il faudra bien attendre 23 ans pour qu'elles comprennent qu'il faut coopérer. C'est con les bestioles, c'est con. Alors, tout le monde est sauvé par le petit vieux tellement mystérieux qu'on se demande comment il a pu conduire sa petite voiture sans être emmerdé par les bestioles jusque-là. Fin. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette 22e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Bonjour Fabien. Mais bonjour Mathieu, ça va? Ça va et toi? Toujours content de te retrouver. Mais toujours. Oui. On est très content de vous retrouver puisque ce mois-ci, on va vous parler d'un thème un petit peu plus difficile qui était pour nous pour trouver ces films, puisqu'on va parler de films inconnus, voire méconnus. Effectivement, j'ai triché un petit peu. Ouais, c'est pour le centenaire de la Grande Guerre, le soldat inconnu, le cinéma inconnu. Le cinéma inconnu, et c'est sûr. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, en tout cas pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un film méconnu ou inconnu? C'est très simple, c'est dit dans le titre en quelque sorte. Un film qui n'est pas connu, c'est un film inconnu. Mais la raison, c'est pourquoi est-ce qu'il est inconnu? Eh bien, dans la grande production cinématographique de ce 20e siècle, 21e siècle, il se trouve que quand un film n'est pas assez distribué ou qu'il n'a pas assez de qualité, résultat, il tombe dans l'oubli. Sauf bien sûr à sortir en tant que film culte un petit groupe d'aficionados qui vont le revivifier
Mais sinon, la plupart du temps, justement, une fois qu'un film est sorti, s'il n'a pas réussi à prendre un bon élan, la plupart du temps, il tombe dans les oubliettes de l'histoire. Et les facteurs, ça peut être en particulier le temps de distribution en salle aussi. Malheureusement, on voit beaucoup de films aujourd'hui qui sont au cinéma qu'une semaine, voire même des fois moins, malheureusement. Alors que justement, ils devraient être beaucoup plus longtemps exposés. Ils sont mangés par des monstres du cinéma qui ont plus d'argent, malheureusement. Voilà. Et d'ailleurs, Mathieu, en parlant de quelque chose de plutôt méconnu, ton chapeau, il est plutôt méconnu celui-là, qu'est-ce qui se passe? Si, le Hellfest est très connu. Il se trouve simplement que mon chapeau est en vacances et il revient demain. C'est vrai? Voilà. Il est parti où? Il est parti à Valais. Il est parti manger quoi du coup? Ça je ne sais pas, je vais lui demander. Mais en tout cas... chapeau Mathieu, bravo. Marrant. Il est parti manger Bob. Chapeau Bob. Bref, en tout cas Mathieu, je crois qu'on commence... Je vais te moucher si tu continues comme ça. Je crois qu'on commence par ton film, pardon. Merci, à tout de suite. La sélection de Mathieu. Eh bien donc, pour commencer cette émission, nous avons Midnight Globe de Jonathan Musset. Alors, ce film-là est un film inconnu parce que malheureusement, il n'était pas distribué, à part une avant-première à Nantes. Sinon, le reste, ça sera en VOD ou en DVD, disponible sur Amazon. C'est un film local, c'est un film peu distribué, c'est un film petit budget, c'est un premier long métrage aussi. Autant de facteurs qui ont fait que justement, c'était un film peu connu. Mais tu es là Mathieu pour nous mettre la lumière dessus aujourd'hui. Oui. Tu avais fait d'ailleurs un vlog à l'époque si je ne me trompe pas. Tout à fait, j'avais été le voir à l'avant-première donc en question et j'avais pu voir ce film de Jonathan Musset qui a été écrit par le même et qui avait un budget de 45 000 €, autrement dit un 20e de ce qu'il faut normalement pour un film français, pas bas de gamme mais au moins bas budget. Donc, dans ce film, je vais tout de suite faire le casting. Il y a Anthony Berthaud, Carole Repel-Bael, Bruno Henry, Dominique Pry, Vivienne Vermès, Philippe Schurer, Adrien Costello, Antoine Auron, Christophe Jouzel, Nolwenn Le Floch, Sébastien Nen, Daniel Macot. Je suis sûr que ces noms-là, vous ne les connaissez pas. Ils sont moins si vous êtes nantais. Voilà, à moins que vous soyez nantais et que vous fréquentiez un petit peu le microcosme cinématographique nantais. Mais la plupart du temps, vous ne les connaissez pas. Il y en a quelques-uns qui sont des amis, on les salue évidemment. Oui. Et donc, de quoi ça parle Midnight Globe? Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nati, qui est de retour en France dans un centre spécialisé où on enseigne un jeu qui s'appelle le Wifala. Alors, le Wifala, c'est un petit peu comme Inception, sauf que là, au lieu de s'endormir avec un appareil pour partager un même rêve, on partage un espace virtuel aussi en touchant un objet. Donc les gens jouent à ce jeu-là et Nati, elle utilise un globe comme objet de contact, mais apparemment ce globe est très puissant d'une manière ou d'une autre et il y a un meurtre qui a lieu et on s'appelle Nati devient le centre d'une espèce de conspiration et aussi un enjeu pour, j'ai un peu de mal à dire, je dirais, pour contrôler le fonctionnement du Wifala, si j'ai bien compris, parce que malheureusement, c'est un concept un peu spécial, intéressant, mais qu'on a un peu de mal à s'expliquer. Alors, Fabien, toi, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de ce film que tu as vu pour la première fois d'ailleurs? Oui, alors du coup je connaissais quand même le projet, je l'avais vu en DVD à Nantes effectivement quand il était sorti. Tu m'en avais parlé, j'avais regardé du coup ta critique, on mettra ton vlog dans la description d'ailleurs. Et pour un film nantais, on est quand même plutôt fiers du résultat, ou en tout cas au vu du budget. Il n'y a absolument pas à rougir. Ah non, du tout. Et alors ce qui marche le plus pour moi, c'est le casting. Je trouve qu'il est bien soigné, la photographie est très très bien et on revient sur le travail de Francis du coup qu'on avait eu il y a 2 mois. Quelques soucis d'éclairage, mais là c'est une question de budget. Là. Ouais, c'est une question de budget, mais je trouve qu'en fait ils ont réussi à contrebalancer je pense toujours, le faible budget avec l'esthétique plutôt sobre aussi. Les décors sont plutôt bien choisis, mais restent très 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 neutres, très on va dire homogène, on va dire, dans l'idée. Non, voilà, le casting est vraiment génial. L'histoire, j'ai eu un petit peu plus de mal. Parce que j'avouerai que si j'avais pas eu les cartons ou en tout cas le contexte au début du film, on nous met un contexte, j'aurais du mal à comprendre en tout cas la vision de ce qu'avait le réalisateur, en tout cas je pense le projet. Et voilà, après dans la globalité, j'ai plutôt bien aimé la technique, c'est plutôt au niveau du scénario et de la dramaturgie du film que j'ai
peut-être pas tout compris malheureusement, donc voilà. Ah, moi personnellement, c'est le carton de début me semblait inutile. Par contre, j'aurais effectivement préféré que dans ça s'appelle, la continuité, dans l'avancement du film, dans le développement du propos, là, ce soit plus explicite. Parce que le début, en fait, ça explique juste que on a un jeu qui s'appelle le Wifala, qui consiste à toucher un objet et on se retrouve à partager un espace virtuel. Ça, on le comprend, disons, avec la première scène. Par contre, ensuite, c'est la question des enjeux qui est un peu plus obscure. Ouais, c'est les enjeux de personnage, qui est un peu le défaut d'ailleurs d'un autre film qu'on a parlé tout à l'heure. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que on se perd un petit peu dans cet univers qu'il a créé toute pièce, et je trouve que c'est quand même plutôt bien original d'ailleurs, j'ai envie de dire. L'histoire aussi que chaque faiseur, tous les personnages qui ont ce pouvoir-là ont des anneaux. Non, Ouais, c'est une sorte de bandeau là autour de la tâche, je sais pas comment ils l'appellent dans le film. Diadème. Non, le diadème c'est ce qui se met comme les princesses là. C'est pas ça. Bon bref, c'est une sorte de bandeau et très très fin qui se met autour de la tête, et la couleur signifie leur niveau, leur grade, un petit peu comme en judo par exemple, au karaté. Donc plus la couleur est différente en fonction de leur niveau de talent, de magie, pas de magie, de pouvoir spirituel, on va dire. De Wifala. De Wifala, voilà. Il y a un mot pour tout, c'est Wifala. Voilà. Et l'originalité, je trouve que le culot qui est mis dans le film, c'est que le personnage principal, qui est un peu le centre de toutes les actions et de toute cette enquête, machination, c'est qu'il est muet. Ouais. Et du coup, pas muet dans le sens, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est quelqu'un qui parle, mais on ne peut pas l'entendre. Voilà. Ouais, les personnages entendent sa voix. Juste, il y a un bug dans le DVD ou pas du tout. Mais non, c'est plutôt culotté parce que du coup, on a du mal à compatir pour elle, en tout cas être d'accord avec sa vision, puisqu'en plus, on pense que c'est elle la coupable. Et en plus, elle ne peut pas parler. Enfin, nous, on ne peut pas l'entendre. Voilà, au sens propre, on ne peut pas l'entendre. Du coup, c'est plutôt risqué, mais plutôt bien choisi. Voilà. Toi Mathieu, pourquoi tu as choisi ce film en fait? Comme je t'ai dit, là c'est avant tout la question de la thématique du film inconnu. Alors moi je me suis posé la question d'abord, comment trouver un film inconnu? Bon, donc il y avait, comment ça s'appelle, on en a parlé de In the Panda avec Unknown Movies, qui arrivait à trouver des films inconnus, certains pour une raison bien simple, comme Meet the Feebles, c'était un des premiers films de Peter Jackson, donc c'était assez peu connu, puisque lui, il a décollé avec Le Seigneur des Anneaux. Mais, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, d'autres films, c'est simplement parce que c'est dans un autre pays que ça a été fait, donc c'est peu distribué en France. Alors là, c'était un film français, nantais encore plus, donc je trouvais ça intéressant, puisque c'était un film régional. Et là, il est peu connu, simplement parce qu'il ne pouvait pas avoir sa chance à la distribution. C'était pour ça que je l'ai choisi. Voilà. C'est bien Mathieu. Merci. Tu as mieux fait ton travail que moi ce mois-ci. Non, mais j'ai envie de dire, oui, on essaiera d'avoir quand même des réponses de Jonathan. On essaiera même de l'inviter pour peut-être en parler de ce film-là et de ses futurs projets, s'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Le film est un long métrage, mais qui dure 1h08, 1h10, je crois, de mémoire. Il est pas long. Il est pas très long, mais il se regarde bien. Et c'est difficile parce qu'en fait, on peut pas spoiler. C'est difficile parce que si on parle de certaines choses, on va forcément spoiler un petit peu l'histoire, donc c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est un film qu'on vous conseille si vous êtes nantais et que vous voulez voir aussi quelques rues nantaises et quelques endroits que j'ai bien reconnus. D'ailleurs, il y a le pont à côté de chez moi qui est filmé à un moment. Par contre, si vous n'êtes pas nantais, regardez-le quand même. Quand même, ça vaut le coup. Bien sûr, c'est un film méconnu, mais qui mérite d'être connu encore plus que notre petite région peut le savoir. Oui. Voilà. Et ben écoute Mathieu, je crois qu'on va passer directement au tien. Et ben on va passer au film. La sélection de Fabien. Et nous revoici donc pour le film de Fabien. Oui, mon film à moi qui est un peu plus effectivement connu que celui de Mathieu, mais qui pour moi est passé quand même à travers, parce que tu ne le connaissais pas. Ah non, et pour moi c'est un gage de qualité. D'accord. Un gage de qualité que Mathieu n'a pas vu. Tu m'honores. Voilà, parce que Mathieu l'a encore vu plus que moi. Donc on va parler de High Origins, réalisé par Mike Cahill. Vous le connaissez sûrement par un autre film qui est beaucoup plus connu d'ailleurs, que je n'ai pas vu non plus, mais qui est beaucoup plus connu soi-disant, Another Earth. C'est un réalisateur du coup plutôt jeune dans l'idée. Il a sorti ce film là, donc High Origins en 2014, et pour vous avouer, je ne sais pas quel film parlait exactement, et l'affiche m'a attiré.
Ah. Pourquoi vous avez dû la voir de toute façon? Parce qu'on est l'affiche est le cœur de l'iris d'un œil, puisque la vision du film est simple. On suit un jeune scientifique qui étudie la biologie de l'œil, je ne sais plus comment. Biologie évolutive de l'œil, voilà. Donc il est fasciné par l'œil, par ses couleurs, par le reflet que l'œil peut avoir de l'âme de la personne si on prend Mais il ne croit pas aux âmes. Mais il ne croit pas aux âmes. Donc c'est quelqu'un qui est très terre à terre, très scientifique et qui ne croit pas forcément en religion ou à la spiritualité d'une chose. Et qui, un jour, dans une soirée, va croiser une jeune fille. Il va ne voir d'elle au début que ses yeux. Il va les prendre en photo comme il aime faire avec toutes les personnes qui croisent autour de lui, ses yeux. Et c'est vrai que cette fille-là a des yeux particuliers. C'est un gène particulier, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas mes mots ce soir, je suis désolé. En gros, sa pupille de son œil, il y a 3 couleurs différentes. Il y a le marron, il y a le bleu. C'est une sorte d'yeux verron, quoi. Ouais, un petit peu, mais les yeux verrons, c'est là, elle a 2 fois les mêmes yeux. Bref. Donc ça part du bleu, ça va au marron et ça finit au vert. Et qu'il reviendra comme chez les chats. Voilà, donc il les prend en photo et il est complètement hypnotisé par cette fille, il en tombe très vite amoureux, il va vite vouloir la retrouver. Et la coïncidence des choses fait qu'un jour il va retrouver ses yeux sur une grande pancarte publicitaire et il va taper la marque qui définit cette pub et va la retrouver. Et vont avoir une première histoire ensemble. Sauf qu'elle, c'est un petit peu son opposé, puisqu'elle, elle est très spirituelle, elle pense qu'une âme peut changer de corps, ou en tout cas apparaître ailleurs que forcément on est. Elle est tout à fait dans une sorte de délire un peu New Age. Exactement. En parallèle, ce scientifique bosse avec une jeune stagiaire qui lui apprend beaucoup de choses et qui est plutôt assez intelligente par rapport à son niveau d'études, on va dire. Oui. Mais dans cette vie, comme dans pas mal de vies, un drame survient. Je ne vous spoil pas vraiment le film, c'est vraiment le premier quart du film, j'ai envie de dire. Non, on est quasiment à la moitié quand pas totalement. 45 minutes. Moi, je suis obligé de le dire, en tout cas. Donc, je spoil la moitié du film. En tout cas, il y a un drame qui survient qui fait qu'il perd cette première personne. Enfin, en tout cas, la nana avec les jolis yeux, on va dire. Et là, il va remettre en question pas mal de choses dans sa vie. Tomber dans les bras de cette stagiaire là qu'il a eu sous le bras pendant quelques mois. Et on va apparaître 7 ans plus tard. Et 7 ans plus tard, il va essayer il a reconstruit sa vie un petit peu et il va essayer de prendre le pour du compte et de se reposer la question de l'existence de l'âme, de l'âme en psychose. Voilà, parce que, soi-disant, d'après certaines personnes dans le monde, il pourrait y avoir d'autres personnes avec les mêmes ingrédients qui forment notre œil, entre guillemets, et peut-être que cette âme peut passer d'une autre personne à une autre personne via le biais de son regard. Parce que, justement, donc, nos iris sont comme nos empreintes digitales, elles sont uniques, et donc quand il en trouve des identiques sur d'autres personnes, il se dit peut-être qu'en fait ce sont des réincarnations. Donc, exactement. Donc c'est un film qui parle un peu de réincarnation, de science et surtout de spiritualité. Et c'est surtout ce thème qui m'a attiré sur ce film-là. Je ne l'avais pas vu. Donc je l'ai regardé, j'ai pris les risques, je me suis dit j'espère qu'il va me plaire. S'il ne me plaît pas, tant pis, j'en parlerai de la même façon quand même, en tout cas avec toute subjectivité et objectivité. mais voilà, donc c'est un film qui m'a plutôt plu, que j'ai trouvé plutôt intéressant, même s'il ne va pas au fond des choses, et c'est ce que je lui reproche un petit peu. Que dire de plus sur ce film? Ça viendra au fur et à mesure. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que c'était un téléfilm acceptable. Ah ouais, carrément. Plutôt que téléfilm. Alors, au niveau esthétique, c'est un film, aucun doute là-dessus. Au niveau de l'écriture, c'est un téléfilm pour moi. D'accord. Parce que justement, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est au bout de 3/4 d'heure qu'on commence à avoir un véritable pivot dramatique. Ouais. Alors que normalement, ça aurait dû être avant, parce que ce film a été écrit d'une manière très plate, malheureusement, et ça m'a pas beaucoup plu. Bon, d'accord, donc un peu déçu quand même. Un peu déçu, et surtout, en fait, là, je me posais la question, pourquoi est-ce que ce film-là serait un film inconnu? Je pourrais comprendre dans le sens où, pourquoi est-ce qu'il reste inconnu? Parce qu'effectivement, il n'a pas quelque chose qui se démarque véritablement, à part le truc des yeux, et les plans faits sur les yeux uniquement sont magnifiques, ça, pas de souci. Mais justement, il n'a pas grand-chose d'autre. L'histoire elle-même est assez bateau, la recherche spirituelle est relativement faible. La recherche scientifique est vraiment de background. Hein. Il le lit parce que c'est son métier et qu'il a certaines idées qui ne seraient pas logiques pour des personnes plus lambda, on va dire. Bref, le traitement m'avait semblé vraiment très basique. D'accord. Et c'est ça ce qui m'avait un peu déplu. Ensuite, bon, ça se regarde. Le casting ou la photographie sont plutôt bonnes.
Il n'y a pas vraiment de faute au niveau non plus des dialogues ou des situations. D'accord. C'est- Moi, à contrario, du coup, et puis je comprends un petit peu ce que tu dis, moi, à contrario, je trouve que c'est la dramaturgie qui est faite, qui n'est pas on va dire habituelle. Mhm. Effectivement, le premier gros obstacle arrive au bout de 3 quarts d'heure. Bon, le film dure 2h40, 1h45, pardon. Ouais. Donc il arrive vraiment à moitié de film, c'est vrai. Mais c'est plus la... En fait, la première partie, je l'ai senti plutôt basique. Bah, là, c'est la deuxième partie, parce qu'il y a quand même une ellipse de 7 ans. Et comment ils l'ont raccroché à la première partie et comment des gens peuvent surmonter des drames. Et en tout cas, cette façon de lier... parce qu'en gros, il va y avoir une chose qui va peut-être faire qu'il va être obligé de revenir dans son passé et de rechercher le lien avec cet ex-petite amie, malheureusement, mais supporté par sa femme. Et c'est ça que j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Ça, c'était bien. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et c'est basé sur des faits... Non, c'est fait. Cette reconnaissance avec les yeux, l'empreinte visuelle, on va dire, existe aux États-Unis en certains États. C'est vrai. Est amenée en Inde depuis quelques années maintenant, c'était les premiers je crois en Inde, et il y a un lien avec l'Inde. Et moi, quand j'ai vu la fin du film, peut-être que tu me fais penser, il y a une image très connue. Je pense que c'est une indienne, une photographie très connue avec des yeux bleus clairs. C'est une afghane, une afghane aux yeux pairs. Je me suis fait avoir, tant pis. Oui, Bon, mais ça m'a fait écho à ça parce qu'il y a un lien à un moment, et je pense que c'est un petit clin d'œil, je pense quand même indirectement, à ceci où voilà, en fait, il va redécouvrir une petite fille indienne qui a peut-être un lien avec son ex petite amie. Ayez l'œil pour voir le détail. Voilà, donc ce qui est important, c'est que dans ce film-là, la vraie morale du film, et ce qui m'a plu, c'est que chaque rencontre qu'on a dans notre vie, amoureuse ou non, ou simple, vous fait avancer, vous fait grandir, et vous fait vous-même reposer vos questions sur ce qui était peut-être pour vous l'essentiel de votre existence. Voilà, en tout cas l'essentiel de vos idées, de votre philosophie de vie ou de votre vision de la vie. Donc là, ça mélange bien la science, la spiritualité, sans forcément prendre pour contre une religion ou contre une religion. Il y a un exemple très, très bête que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ce qui va me rester du film, je pense. Dans leur recherche, à un moment, ils veulent, ça parle de l'évolution de l'œil, ils pensent qu'il y a une évolution de l'œil et de la vision humaine. Et la jeune fille qui va subir le drame va lui dire oui, mais là tu veux donner la vue à des vers de terre qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont que 2 sens. L'humain en a que 5, je vais y arriver. 5 voilà. actuels. Mais... 5 actuels, et il lui parle de religion. Et lui, il ne comprend pas qu'on peut croire en Dieu ou qu'on peut croire en quelque chose qui n'existe pas. Oui, mais le ver de terre ne voit pas de lumière, mais autour de lui, il y a de la lumière. Peut-être que l'humain, il lui manque un sens pour croire à un autre monde, ou en tout cas à quelque chose de plus spirituel. Tout à fait. Et je crois que c'est la meilleure définition qu'on m'ait donnée sur peut-être qu'on peut croire en Dieu, effectivement. Ouais. Pourquoi voilà. C'est pas parce que quelque chose existe que nous avons à le percevoir. Donc, nous ne percevons pas les ondes radio, pourtant vous nous voyez sur votre écran. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui résume mieux le film, c'est de remettre en question un petit peu nos façons de voir les choses et notre fonction de terre à terre. Et je suis agnostique pour tout vous dire, et ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé cette vision. Moi aussi, j'aime bien les questions comme ça sur la spiritualité, sur la manière de percevoir le monde. Donc voilà. Bon, c'est un film que moi je vous conseille, que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui m'a pas déplu. Là, tu vous conseilles un peu moins. Voilà, mais non, ça se regarde. Mais ça peut quand même se regarder. Oui. Voilà. Bon. Méconnu, inconnu. Nous, on va retrouver quelqu'un qui mérite d'être connu. Qui mérite d'être connu et qu'on ne veut pas qu'il soit méconnu. Voilà. Tout simplement. On retrouve notre invité du jour maintenant. Tout de suite. L'invité du jour. Bonjour. Et nous revoilà, oui bonjour Mathieu, nous revoilà encore et toujours dans l'émission VHS avec notre invité du jour aujourd'hui. Yulia Nikiforova, bonjour à toi. Salut. Ça va? Ça va. Très bien. Bon, on est très contente de t'accueillir parce que ça fait un petit bout de temps qu'on voulait que tu viennes et on a essayé d'échanger nos plannings, c'était pas évident. Oui. Mais tu es là et c'est le plus important ce soir. Et Mathieu va te présenter comme il se doit pour une fois. D'accord. Alors Yulia, tu as commencé tes études nantaises par une école d'architecture, l'école d'architecture de Nantes tout simplement, en suivant le DPEA scénographie. Donc c'est un point de départ fondamental pour entrer dans la partie qui nous intéresse le plus, le cinéma. Parce qu'effectivement, tu as été conseillère en réalisation de décors sur Colors, une production ciné-créatrice. C'était à notre époque. C'était la promo d'avant nous. Et ouais, c'est ça. Déjà 2012, ouais, par là. C'est ça. Je suis vieille, ouais. Oh, mais nous, Mathieu, en plus. on est vieux, on est tous vieux. On fait jeune, mais on fait tous vieux, en fait.
Et d'ailleurs, tu as pu rajeunir encore des gens avec The Last Moonwalk où tu étais chef costumière, donc là tu les as bien mis dans une époque. Tu as été accessoiriste pour Nereida 4, là un film futuriste réalisé par Delphine Seignon. Qui est de notre promo. Et oui, tout à fait. Donc c'était 2 productions Jolimo, The Last Moonwalk et Nereida 4. Tu étais chef de curatrice et costumière pour À tout prix de Parasite Monkeys. Et assistante décoratrice sur le clip Heavy Metal d'Ultra Vomit. Oui, je l'ai vu. Ce clip-là, c'était assez excellent. J'ai tout vu, sauf le À tout prix, je crois, de Parasite Monkeys, j'ai pas vu. Enfin, donc tu es auteur sur toutes les étapes de la réalisation, depuis l'écriture jusqu'à justement la réalisation, et bien entendu les accessoires, les décors, sur le court-métrage Zétématium, excusez-moi, donc qui a été très applaudi justement lorsqu'il a été projeté à Nantes sur Cours sur la ville. Cours sur le grill, pardon. On l'a vu là-bas, et c'est là-bas que moi je t'ai découvert. Voilà, en tout cas. C'est donc un film qui a fait l'unanimité comme étant un très très bon première réalisation. Très bonne première réalisation. Tous ces films, tout ce qu'on vous a cité, c'est des films de nantais ou des collectifs nantais. Parasite Monkey, on les connaît un petit peu, c'est le collectif nantais. Ciné Kratis, évidemment, c'est mon papa, forcément. Et puis Jolimum qu'on salue aussi. Et voilà, donc un produit pur nantais, mais qui vient de Russie. Oui. Que se passe-t-il? Ouais, elle a le droit. Des circonstances. Des circonstances. Très bien. Bon, écoute Mathieu, je te laisse commencer avec la première question. Ah, d'accord. Dans ce cas, moi, je vais aller sur le fait que tu aies commencé ta carrière par l'école d'architecture. C'est aussi ce qui fait que tes films, les films auxquels tu as travaillé, ont des décors très particuliers, très travaillés. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au décor, s'il te plaît? Ce qui vous intéresse, je pense, c'est mon rapport au décor dans le cinéma, oui, n'est-ce pas? Plutôt après. Mais oui, le décor en général. Dans le cinéma, je trouve que les décors sont importants. Après, ce qui est important surtout, c'est de bien faire son repérage, de choisir des lieux qui s'approchent, qui sont au plus près de ce qu'on veut obtenir à l'image. Ainsi, on va pouvoir venir les accessoriser avec relativement peu de moyens. Donc bien allier l'esthétique et le budget aussi. Oui. Après, s'il y a du budget, pourquoi pas. Mais... les décors studios, ça devient un peu compliqué, surtout sur les territoires nantaises. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il n'y a pas de lieu à Nantes déjà qui peut servir de studio. C'est cher, c'est long à faire, mais il y a des compétences. Il y a des compétences qui partent à Paris. Voilà. Ça aspire tout Paris. Après, voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une belle image, bien construite, bien composée. Les décors peuvent aider, entre autres, de le faire. Après, je ne pense pas qu'il faut en mettre partout non plus. Au cinéma, ce sont des décors au service de l'histoire et pas l'inverse. Très bonne phrase. Bien. Justement, puisque là, on parle du service de l'histoire au niveau esthétique, est-ce que tu pourrais nous définir ton style esthétique? Quelles écoles ou mouvements, que ce soit en architecture ou au cinéma, sont proches de ton style ou t'ont influencé? Moi, je travaille pour les décors du théâtre. Là, on peut voir un certain style qui se démarque, qui se rapproche peut-être un peu du Bauhaus ou du constructivisme soviétique. Moi, j'aime bien les décors sobres, géométriques. Jouer avec des scénographies, on utilise les mêmes objets, les mêmes éléments pour recomposer des scènes des lieux différents. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur des projets audiovisuels où j'aurais pu m'éclater un décor. Bon, c'est un appel. Hein. Voilà, oui, elle veut s'éclater en décor, Yulia, donc vous le savez. Elle maîtrise bien son sujet. Et avant de passer à l'autre question, moi j'ai une question, du coup tu faisais référence du coup au décor et au décor réel, les studios. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution du cinéma au sens large avec beaucoup plus de décors en post-production? En tout cas, beaucoup plus de beaucoup plus d'univers fait en post-production qu'en décor réel, et je trouve que des fois ça manque un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'il faut vivre avec l'air du temps. Ouais. Ok, j'ai rien dit. Bon, je vais pas on va regarder cette question. Non, mais c'est vrai. Personnellement, je me sens pas frustrée que on préfère des fois les décors 3D ou la post-production plutôt que les décors réels. Non, ça me frustre pas. Moi, je trouve que vraiment, il faut vivre avec l'air du temps et s'adapter. Alors, est-ce que tu ne penses pas que ça va même plus mal vieillir dans le temps? Parce que moi, j'ai l'impression que les décors en post-prod ont tendance
avec le temps plus mal vieillir que des décors. Là, par exemple, je me suis refait tous les Harry Potter, je prends un exemple. Tout con. Et j'ai vu le dernier Animaux Fantastiques. Dans 10 ans, Animaux Fantastiques, il aura mal vieilli en termes de design, alors que le Harry Potter, ça marche encore, quoi, parce qu'on a des vrais décors, même si, voilà, je pense que le mélange encore entre post-production, décors virtuels et décors réels, diminue de plus en plus. On a 3 quarts de décors virtuels pour un cadre réel, et je trouve que ça manque. Mais oui, effectivement, il faut vite dans l'air du temps, je pense que c'est l'histoire des budgets aussi. Ouais. C'est beaucoup l'histoire du budget. Vraiment, les vrais décors, ça sent. Il y a un grand, il y a un volume, ça ne reflète pas la lumière pareil, ils sont plus palpables. Mais par contre, c'est plus cher. C'est plus cher et du coup, c'est pour ça que je fais une formation en costume. pour avoir une autre flèche à ton arc. Et voilà. C'est vrai que du coup, après le métier du chef décorateur va se modifier aussi du coup, parce qu'on va mettre plus une direction artistique sur la création des décors en post-production. Du coup, toi, tu as été amené à travailler de cette façon-là ou toujours avec des décors Moi, j'ai hésité de faire une formation en création 3D spéciale pour les cinémas, parce que sinon, je travaille déjà sur des 3D. Et entre les costumes, j'ai préféré quand même travail costume et accessoires. Parce que j'aime bien manipuler les matières. C'est presque le travail d'artiste, alors que les 3D, je travaille avec les 3D en événementiel, en théâtre aussi. Mais de là à faire ce métier pour le cinéma, je ne suis pas prête. Ça ne me palpable du coup. Ouais, non. On est d'accord. Voilà. C'était ma vraie question. Puis c'est pour avoir le ridiculisme, problème de vue, tout ça. Ouais, je comprends. Très bien. Eh bien, c'est à moi, pardon. Du coup, avec les différents postes que tu as pu occuper, ton éclecticité, je ne sais pas si ça dit d'ailleurs, c'est bon. Quel est le poste que tu as préféré faire ou celui que tu préfères faire en général? Parce qu'on t'a vu, réalisatrice là, pour ton film. J'ai travaillé en tant que décoratrice, costumière, ensemblière en accessoires. Qu'est-ce que c'est assemblière en accessoires? Parce qu'on a peut-être des personnes qui nous parlent de nos postes, on les connaît. C'est quelqu'un qui va chercher à gauche, à droite des objets qui ressemblent à ces objets chez lui pour après pouvoir les... Donc c'est une sorte de chineur. En France, on va le chineur, il va faire les brocantes. Un ensemblière en costume, c'est pareil. Il va chercher les matières, c'est pas très créatif, c'est plus travail de communication, pouvoir faire les partenariats pour retrouver des meubles, des vaisselles. D'accord. Oui, la après, j'ai fait aussi accessoiriste plateau, donc quelqu'un qui n'est pas au courant du projet, qui contactait 3 jours avant le tournage pour faire décorateur plateau. Il fait des finitions, quoi. Bouger à gauche, à droite des meubles pour arranger l'image, quoi. J'ai fait script même, maquillage, coiffure. Bon, à petite échelle. Et oui, je préfère largement le travail de costumier, décorateur. Ensemblière en accessoires et plateau, ça m'intéresse moins. C'est un peu chiant. Bien sûr, c'est le rêve de tout le monde de pouvoir créer, concevoir, construire, réaliser, quoi. Et la réalisation, du coup? La réalisation, ça me plaît beaucoup. Après, il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, on ne peut pas enchaîner des projets de réalisation de suite. Ça demande de l'énergie, de la concentration, du recul. Ou alors que, un décor, on peut quasiment travailler en chaîne. Très bien. Très bien. Bon, du coup, tu nous as parlé un petit peu de ton univers, puis là, en même temps, on voit des images de tes projets. Quels sont les cinéastes qui, toi, t'inspirent et si tu as eu des derniers coups de cœur, cinéma ou autre, dernièrement? Ouais, alors, mon dernier coup de cœur, c'était le film Le Monde est à toi, de Romain Gavras. Je trouve qu'on voit rarement, ce dernier temps, des films aussi bons. Qui marche, où tout marche, tout fonctionne. Sinon, en parlant d'esthétique, j'aime bien les univers de Wim Wenders, par exemple. Roy Anderson, Jean-Pierre Jeunet, Wes Anderson aussi. Kobabe. Et à l'international, moi, c'est un artiste. Une question de curiosité, puisque tu es d'origine russe. Et en Russie, c'est vrai qu'en France, en Russie, on n'a pas trop d'écho du cinéma russe. Malheureusement, non. À part quelques petits trucs qui ne sont pas forcément les plus notables, je pense. Est-ce que tu as des réalisateurs qui sont à suivre aujourd'hui, qui sont russes, tout simplement? Si tu en as 2 à nous conseiller, ou 3, d'après toi? Un des réalisateurs très connus russes, c'est Bondarchuk. Après, en Russie, on aime ou on n'aime pas parce qu'il a fait une école de cinéma aux États-Unis. Enfin bon,
C'est bien, faut bien. Mais c'est un bon réalisateur. Voilà, on ne peut pas enlever ça. Après, à Nantes, il y a une semaine du cinéma russe à 14h au mois de janvier où ils font une très très bonne sélection des films très intéressants, des films récents à regarder. De toute façon, le 14A fait des très bons festivals du cinéma du monde. Là, en ce moment, il y a les festivals des 3 continents. Ouais. On a le festival le cinéma russe, le Kimi à Londres, le cinéma allemand aussi, et le cinéma LGBT. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chaque année? Il y a aussi le cinéma espagnol. Voilà, on a plein de. Et l'absurde séance aussi. Et l'absurde séance, qui est encore autre chose, mais ça, c'est une autre façon de voir le cinéma. Mais effectivement, très bien. Et du coup, ce qui nous intéresse peut-être, ce qui peut intéresser les gens aujourd'hui, c'est quels sont tes futurs projets? Ça m'intéresse. Ah oui. Il y a 2 semaines, on a réalisé une majeure partie de Psychop, une comédie noire, un court-métrage que je réalise avec Étienne Leduc, produit par Julie Môme et Parasite Monkey. Voilà, donc il nous reste quelques petits plans à tourner, puis ça va passer en post-production. Très bien, qu'est-ce que ça nous raconte sans spoiler? C'est une critique de la société française. Très bien. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On va en prendre pour notre grade. C'est un huis clos qui se passe dans un immeuble bourgeois. Très bien. Donc, à Nantes, on a l'habitude de voir des histoires qui se passent dans des immeubles sociaux, et puis moi j'ai décidé de faire quelque chose qui se passe dans un immeuble bourgeois. D'accord. Avec un peu de chance, c'est Macron qui va tout se prendre. Place Gralin, des Gilets jaunes magnifiques. Très bien. Ok, et d'autres petits projets ou c'est cette semaine, je fais partie d'une équipe de décorateurs qui travaille sur un clip de rap. Encore? Mais Francis a travaillé sur il y a plein de clips de rap qui se font à Nantes. Quand il y a de la colère sociale, il y a du rap. Oui. Et puis il n'y a pas que de la colère dans le rap, il y a aussi de la poésie. Et c'est quel groupe, quelle chanson? C'est Lancelot, un jeune rappeur nantais. D'accord. Très bien, et on suivra ça à notre niveau, mais de près comme toujours. Oui. Donc écoute, on te remercie d'avoir passé un petit temps avec nous. Merci à vous. Merci à toi, Yulia. On mettra le lien dans la description qui fait directement référence à tous tes projets, à tout ce que tu fais. Et puis voilà, maintenant, comme toujours, comme chaque mois, on va tirer le thème. Est-ce qu'on tire le thème du mois prochain ou est-ce qu'on tire le thème du mois de janvier, Mathieu? Puisque dans un mois, tu sais ce qui se passe dans un mois? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Les 2 ans. Non, le Père Noël va déposer comme tous les ans des... Ah oui, non, ça c'est l'habitude. C'est nos 2 ans dans un mois de VHS. Déjà, ça passe vite. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait un thème choisi comme l'année dernière? Parce qu'on avait parlé de films de Noël. Moi, je serais assez pour, mais... Mais dis-moi l'idée que tu as eue tout à l'heure. Ah bah... Faut pas le dire comme ça, enfin, très bien. Il spoil tout. Mais non, pas du tout. L'idée, ce serait de faire des films d'anniversaire, justement. Des films qui parlent des anniversaires. Des anniversaires. Des anniversaires qui se passent bien, des anniversaires qui se passent mal, et de tout ce qui peut en découler, évidemment. Très bien, je trouve que c'est une bonne idée. Donc on va tirer le thème du mois de janvier et on parlera d'un film qui lie l'anniversaire. D'ailleurs, je ne le spoil pas, c'est juste pour que s'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou nous envoyer par message des films qui parlent d'anniversaire que vous avez peut-être aimés, qui sont peut-être pas forcément connus, bien sûr. Après tout, c'est votre émission à vous aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, presque. Mais c'est vrai, mais si. Donc on fera ça et il y aura peut-être pas forcément d'invités le mois prochain. Il y aura une autre petite animation, on va voir. Parce qu'on aime bien mettre en valeur aussi ceux qui bossent avec nous. Et nos cadreurs qui nous ont suivis toute l'année, comme Rodrigue, Cécile, qui sont avec nous. Donc peut-être qu'on fera une chose comme la dernière. L'année dernière, on a fait une FAQ, on va essayer de trouver un truc un peu plus original. Ouais. Différent en tout cas, le mois prochain. Donc là, on va tirer le mois de janvier, déjà en 2019. On sait déjà ce qu'on va parler, c'est incroyable. Allez, il reste encore des thèmes. Dans le chapeau de Mathieu, qui est nouveau ce mois-ci. On ne raconte pas pourquoi est-ce que j'ai ce chapeau-là. Ouais, on sait, tu l'as dit au début de l'émission, Mathieu. Rappelle-toi. Oui, mais c'est pas enregistré ici. C'est pas enregistré? Si, c'est enregistré le début de l'émission. Oh là là, mon Dieu. Et voilà. Alors, vas-y, Yulia, tu détiens entre tes mains le thème du mois de janvier. Quel est le futur? Nos amis les bêtes. Ah, ça c'est le thème à Mathieu parce qu'il voulait qu'on parle d'un film où les personnages principaux sont des animaux. Eh oui. Les animaux sont moins bêtes qu'il n'est paraît et parfois ce sont les humains qui se retrouvent sauvages. Très bien. Donc, sous le signe des animaux, au mois de janvier, on se retrouvera. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour l'émission de Noël, les 2 ans de VHS. Et puis voilà. Mais que dire? Merci encore Yulia d'avoir été avec nous. Et puis Mathieu, je te laisse encore et toujours peut-être le mot de la fin. Ah encore? Alors j'ai déjà dit chaussures et chaussettes. Ouais. Disons Russie. Parce voilà. Que voilà. Pour la fraternité. Oui. La Russie. Avec la France. Fraternité et Russie. Et Russie. Ouais. Écoutez, on se retrouve le mois prochain. 3, 2, 1. Mire. Bye.
VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.